Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 1980, 4 et 8 mois après mon ordination, à minuit, je suis venu à Tapamé, j'ai allumé tout, et puis voilà, aucun désordre, et je suis là. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été fortement surpris lorsque, après avoir essayé de travailler, de faire boucher double œuvre pastorale pour mon diocèse, où pendant longtemps, mon prédécesseur à Takwa était malade, et où moi aussi, après 4 ans et 8 mois d'exil, j'ai du boulot comme ça. Et je me suis dit, politique, je n'entre pas là-dedans. Terminé. Donc, ma grande surprise, c'est que je venais d'un voyage de Porto Novo. J'ai fait un concert à Cotonou chez Monseigneur Ignace de Souza et Monseigneur Isidore de Souza. Et voilà, il me reçoit, ah, Dieu est grand. Mais Monsieur Polo, quel bon vent t'amène ici? Parce que, justement, une délégation des partis togolais, des partis politiques du Togo vient de me quitter et me prie de te voir pour que tu acceptes de diriger la conférence nationale qui va se tenir dans quelques jours. Lui, c'est lui qui a dirigé sa conférence nationale au temps de Kérékou, avec succès. Et voilà, c'est à lui qu'on vient demander de me voir pour me demander de l'accepter de présider la conférence. Je l'ai écouté et j'ai dit, Monseigneur, erreur. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et dit oui, ils ont dit, Monseigneur, Panko. J'ai dit, mais s'ils sont de Lomé, ils savent que parmi nous, les clercs du Togo, le mieux formé en politique et en journalisme, c'est le père Dovi. Il faut le temps que c'est fini. Pourquoi on cherche midi à 14 heures? Il dit, en tout cas, c'est toi qu'on veut. Je prends ma voiture, j'arrive à Lomé et je vais directement à l'archevêché, chez Monseigneur Dossé. J'arrive chez Monseigneur Dossé, il dit, bonjour, oh Dieu est là. Pourquoi? Ah, d'où sors-tu? Je dis, je viens de Porto Novo. En tout cas, les partis politiques sont venus me voir pour me demander de choisir un évêque du Togo pour diriger la prochaine conférence nationale. En tout cas, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mes prêtres. Je ne peux pas faire ça. Moi, je sais pas si a été opéré 5 fois dans les yeux, il est handicapé. Je ne peux pas faire ça. Tu seras d'accord avec moi que nous ne pouvons pas demander à Monseigneur Aminunda que nous venons d'ordonner il y a 2 ans. C'est notre cadet. On ne va pas lui demander ça. Comme le soir, je te suis quoi? Je vais serrer la main et j'ai continué sur la Tapamé. 3 jours après, une Benz noire débarque à l'université d'Atapamé. Et c'est le ministre Mivedor, à 10 heures, qui sort et qui vient me voir au bureau. Ah, bonjour, je viens de la part du président Eyadema. Il m'a envoyé pour te demander que c'est toi que lui choisis pour la conférence nationale qui va se tenir dans quelques jours. Mes amis, mettez-vous à ma place. Je ne peux plus refuser. Alors il dit, bon, monsieur le président, vous savez que c'est une affaire démocratique. Hein? Donc, j'accepte en principe votre demande. Mais sachez que c'est le peuple qui va choisir le président pour sa conférence nationale. Et
Monsieur Bidon va dire son président. Oh. Le jour arrive, dès qu'on a fait le curriculum vitae, on a présenté ça à l'Assemblée. Ils étaient 1200 délégués. Dès qu'on a présenté mon curriculum vitae, c'est lui. Avocat, mon Dieu. Bon, alors, j'ai accepté. C'est le chef d'État lui-même qui a ouvert la conférence nationale. Et, première semaine, le doyen d'âge des délégués, c'est M. Namoro Karamoko. Il est le Napaon. C'est lui, doyen d'âge. Il avait plus de 80 combien d'années. C'est lui qu'on a choisi avec Madame Brigitte Adamago Johnson comme bras droit. C'est eux qui, en une semaine, ont balisé le chemin que nous devions parcourir et qui avait tant de difficultés. Bon. Leur mandat a été fini le vendredi. Donc, lundi au vendredi. Le vendredi, ils ont donc élu le président du présidium et ses collaborateurs. Lundi alors, nous avons commencé les travaux. Que s'est-il passé? Mon premier discours a été applaudi pendant je ne sais pas combien de temps. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ainsi. Honorables délégués, mesdames, merci. En 1789, un célèbre orateur français, Mirabeau, au cours d'une réunion des États généraux, a dit ceci, je cite: nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force de la baïonnette. Applaudissements. Je prends le malin, je tape sur la table, j'ai rien à faire. Finalement, j'ai obtenu silence. Évidemment, une telle citation en bouche d'évêque, ça doit choquer et scandaliser. Mais pourquoi moi je l'ai fait? J'ai voulu tout simplement fustiger les erreurs et les excès de la Révolution française. Parce que celui-là, quand il a fait son discours, la suite de ce discours, c'est des délations, guillotines, assassinats, etc. Et j'en passe. Et je n'ai pas voulu que cela se reproduise ici. Et c'est pourquoi j'ai fait cette citation pour dire après, voilà, le cas du Togo n'est pas le cas de la Révolution française. Le cas du Togo, c'est une conférence qui a été ouverte par le chef de l'État, qui a été souhaitée par les partis politiques, qui a été, confirmée et soutenue par des groupes togolais qui sont en prière et qui nous voient directement. Parce qu'ils savent que de cette importante rencontre, le Togo va se réconcilier, voir ce qui va et ce qui ne va pas, et apporter des solutions pour que notre marche de demain soit encore plus merveilleuse. Donc, j'ai donné vraiment le point positif de l'objectif de la conférence nationale. On arrête, et alors, dès le lendemain, acte 1, la conférence se proclame conférence nationale souveraine. Mes amis, mettez-vous à ma place. On n'avait pas mendié, on n'avait pas marchandé conférence nationale souveraine avec le chef de l'État. C'était une conférence
nationale. Mais les Togolais qui ont beaucoup de choses à se dire, parce qu'ils ont beaucoup souffert, eh bien, les Togolais ont profité pour se proclamer souverains afin d'avoir l'ordre du jour et puis étudier la question, provoquer, savoir qu'est-ce qui va dans notre pays, qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. C'est le contraire du Bénin. Il y a un problème parce qu'il voit que c'est pas à mon niveau. Ok. Ce qui s'est passé au Togo, c'est le contraire du Bénin. Le Bénin avait suivi sous Mathieu Kédékou la politique communiste, marxiste, léniniste que le président imposait à tout son peuple. Et ce système communiste a porté le Bénin au bord du gouffre économique. Les fonctionnaires étaient devenus mendiants. C'est pourquoi, par sursaut de patriotisme, ils se sont ressaisis pour essayer de sortir de ce système-là. Tandis qu'au Togo, tout allait bien extérieurement. Il y avait un parti unique qu'on appelait RPT, où nous étions tous membres, et puis partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y avait animation, on dansait, on chantait, tout le monde pensait que ça allait bien. Il y avait réellement une apparence de bien-être remarquable. Mais là-dessous, le peuple souffrait et ne pouvait pas le dire. Alors il a fallu deux jeunes, Longo, en 1990 là, et son compagnon, qui ont commencé à se soulever. C'est les jeunes que ça ne va pas. Et alors, ils ont été épaulés par le Code 2, les partis togolais, les partis politiques, Code 2. Ils ont emboîté le pas. Et ils ont commencé à demander une conférence comme au Bénin. Voilà ce qui s'est passé au Togo. Au Bénin, c'est la misère qui les a fait sortir de ce système. Au Togo, il y avait un bien-être évident, apparent, extérieur. Mais là-dessous aussi, il y avait un malaise qu'on n'arrivait pas à exprimer. Alors donc, c'est ce malaise qui a été exploité pour que nous fassions notre conférence nationale. La conférence nationale souveraine a été pratiquement comme une autopsie de la société et de l'économie togolaise. Ce n'était pas contre le président Eyadema. C'est autopsie. Ceux qui souffraient ont eu la possibilité de venir dire, moi, voilà ce que je souffre. Moi, voilà ce que je souffre. Alors donc, c'est cette découverte des souffrances qui étaient cachées et qu'on ne connaissait pas. C'est cette découverte qui a fait que le peuple a dit, oh, si c'est ainsi, alors non, il faut changer. Voilà. Donc, je mets comme titre autopsie des souffrances du peuple togolais. Plus tard, les autres disaient que la conférence nationale souveraine a été une accusation au tribunal du président. Je dis non, c'est moi-même qui ai dirigé. Si c'était vraiment une accusation, le président serait intervenu et arrêté. Parce que moi, en tant que président de la conférence nationale souveraine, j'allais lui rendre compte de ce que nous faisions. J'allais lui rendre compte. Et chaque fois que moi j'y allais, avec mes deux vice-présidents, Kofigo, même Kofigo,
et Kétéoli, n'est-ce pas? Non, Kétéoli, gâteau. Eh bien, quand nous rentrions dans la salle, Pharaon, oh, les délégués nous huaient, que nous étions des traîtres. Je leur ai dit non. Il faut informer le chef de l'État pour qu'il sache la marche de notre société, ce qui va et ce qui ne va pas. Je n'entre plus dans les détails. Mais l'effort que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le président avec mes vice-présidents et à la fin de notre échange, j'ai prié les deux vices, m'ont dit, Monseigneur, vous seul, restez avec le président. Vous avez certainement des choses à nous dire que nos oreilles ne vont pas entendre. Alors j'ai profité. Ce jour-là, j'ai dit, Monsieur le Président, la conférence va bon train, mais il manque quelque chose. Venez nous faire une visite, vous-même, pour voir le climat dans lequel nous sommes en train de nous naviguer. Quand vous viendrez, alors j'ai imaginé, pour le mettre à l'aise et le préparer. Quand vous viendrez, voilà ce qui va se passer. Pendant un quart d'heure ou 20 minutes, ils vont vous saluer. Gardez votre sang-froid. Ne vous énervez pas. Laissez-les se déboutonner. Une fois qu'ils auront suffisamment hurlé, dit ce qui ne va pas dans leur cœur, je prendrai le maillet. Silence! Taisez-vous! Le chef de terre là, il va nous parler. Monsieur le Président, vous prenez la parole. Et qu'est-ce que vous direz? D'abord, demandez excuse. Que toute œuvre humaine a ses imperfections, ses points positifs et ses points négatifs. Eh bien, nous avons fait un bout de chemin ensemble et aujourd'hui, vous faites le constat de ce qui a été positif et de ce qui a été négatif. C'est humain. Par conséquent, maintenant, je vous fais une promesse. On va recommencer la même marche et à l'avenir, j'éviterai ce qui vous a fait souffrir. Monsieur le Président, voilà la confidence et l'invitation que je vais vous faire. Et il m'a regardé. Oui, moi, ce n'est pas un. Je vous le promets. Il s'est levé, il m'a serré la main et m'a conduit à la porte. Mes deux vice-présidents attendaient sous le arbre. Je vous le promets. Merci. 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 De cette conversation, je n'ai pas ouvert la bouche pour dire quoi que ce soit à mes deux vice-présidents. On est retourné dans la salle, on a continué le travail de façon normale, mais 2 ou 3 jours après, un après-midi, l'un des délégués, je tais le nom, l'un des délégués, ça va au micro, et il dit, honorable délégué, il paraît que mardi prochain, monsieur Eyadema va venir dans cette salle. Nous n'allons pas lui incarner le tapis rouge. On va l'arranger correctement. Oui, il nous a fait souffrir. Voilà. On verra. En tout cas, d'où l'informe. D'où tenait-il cette information? Moi, je ne savais pas. Plus tard, je pense que c'est le chef d'État lui-même qui a voulu demander conseil à l'un de ses conseillers, s'il fallait y aller ou pas. Et peut-être que c'est ce conseiller qui a vendu la mèche. Et c'est parvenu aux oreilles de l'un des délégués qui est venu enflammer la salle. Eh bien, à partir de cet incident, le président n'est pas venu. Vous voyez?
Et Blaise Pascal, en racontant la fête de Noël, a dit ceci, que si le nez de Cléopâtre avait été moins long, la face du monde entier serait changée. De quoi s'agit-il? Cléopâtre était une très belle femme qui était aimée de Antoine. L'épide Antoine était le rival de Auguste. Et c'est fait qu'ils ont livré bataille, combat naval à la guerre. Alors Antoine, qui était un général très fort, mais est pris en mourassé de Cléopâtre à cause de son nez. Au lieu de combattre l'ennemi en face, il donnait des ordres pour que, oh, le beau nez de madame, oh. Alors pendant ce temps, Auguste, lui, l'avançait. C'est ainsi qu'à cause du nez de Cléopâtre, l'épide Antoine a perdu la guerre. Et c'est Auguste qui a vaincu. Et c'est Auguste qui a établi la paix dans le monde entier, période pendant laquelle Jésus est né, parce qu'il y avait la paix. Oui, les événements du monde, hein, ça dépend de notre pays. Eh bien, je reviens à notre histoire. Cet incident nous a vraiment tous déplu. Personne n'a approuvé ce que ce délégué avait dit au micro. Mais il a déjà gâché tout le travail. Le plus fort, c'est que dans la même semaine, le vendredi matin, à la fin des travaux, on m'apporte un message qui dit que le chef de l'État et quelques ministres étaient en train de comploter, de monter, de concocter un complot contre la conférence nationale. Je reçois ce message. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Vrai ou faux? Mais les personnes qui m'ont envoyé la lettre, c'était des personnes très sérieuses. Elle me dit, monseigneur, en tout cas, vous êtes informé. Alors, je convoque rapidement un conseil parmi les consultants habituels. Et le plus sage du groupe me dit, ah, monseigneur, pour une telle nouvelle, il faut la lire, dénoncer à la manière de se trouver. Lisez ça tel quel. On rentre à la maison pour midi, et dans l'après-midi, nous revenons. Après les formalités bizarres pour le début, je prends la lettre, le message, je l'ouvre et je le lis. Voilà un message qui m'est parvenu. Il est très curieux, mes chers amis. On dit que le président et Yadema et quelques ministres sont en train de comploter pour éliminer certains délégués de la conférence nationale souveraine. Un incendie n'a pas autant d'effet. La chambre s'est enflammée. Et impossible. Il y avait dans la salle 2 ministres. Le premier va au micro et proteste énergiquement. Et il se met à pleurer, à chaudes larmes. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Adinomi. Voilà, donc, vous connaissez déjà qui s'appelle comment. Le second emboîte le pas et il prend le micro. Il dit, moi, je suis un apprenti chrétien, mais je suis complètement innocent de ce qui a été dit. Je ne sais rien. Oh. Monsieur Ocancé, je peux maintenant appeler son nom parce qu'il n'est plus vivant. Ocancé s'en va au micro et dit, cette information est absolument vraie. Et il
commencé à citer les noms des ministres qui, avec le chef de l'État, sont en train de... Pour les amis, on ne pouvait plus avancer. Alors, j'ai pris le micro et j'ai crié plus fort. Arrêtez! C'est la fin des travaux. Rendez-vous pour l'année prochaine. Allez, partons! La salle s'est vidée. Vraiment, c'était intenable. Le téléphone sonne à la cabine. À ce moment-là, on n'avait pas de portable. Il fallait aller à la cabine. Je vais à la cabine et c'est le chef de l'État, Monseigneur Poivreau. Faites un démenti de cette information qui vous est arrivée. Les dépêches pleuvent sur mon bureau. Allez, faites un démenti. Il dit, non, monsieur le président, je ne peux pas faire de démenti parce que les personnes, les 3 personnes qui vont apporter cette information sont des personnes absolument dignes de foi. Il dit, ah non! Il dit, ah non, monsieur le président, je regrette. Les personnes qui m'ont apporté l'affaire ont disparu. Je rentre à la maison et le président m'envoie ce qu'il appelle le comité des sages. 5 personnes ayant à leur tête mon grand frère, mon frère l'archevêque Doucet et le modérateur de l'église protestante, le modérateur de l'église évangélique, pour me dire d'arrêter les travaux. Sinon, lui-même prendra un décret pour arrêter les travaux. Alors, je dis à la délégation, je vous remercie beaucoup de m'avoir informé, mais veuillez dire au chef de l'État qu'en démocratie, une personne ne peut pas arrêter toute une conférence nationale. Que lundi, je vais informer le présidium et puis les chefs des partis politiques, les chefs traditionnels, et ensemble, on trouvera la solution qui va pour le mieux pour nous tous. Meilleure solution pour nous tous. Lundi, il me quitte, la délégation me quitte. Et le lendemain, à 10h, c'est le chef, le président Togo qui me téléphone. Monsieur Poivreau, arrêtez la conférence. Je lui dis également la même chose. Monsieur le Président, aujourd'hui samedi, les délégués sont partis dans leur village, dans leur quartier, de ne pas les avoir. C'est lundi prochain qu'on reprendra les travaux et alors lundi, je vais les informer qu'on prendra la décision qui s'impose. Eh bien, lundi matin, au lieu d'arriver au service à 8h, les membres du présidium sont arrivés à 8h30. Le temps de les informer et d'appeler les chefs des partis politiques pour que je leur impose ce dont il s'agit, l'objet de la requête du chef de l'État. Eh bien, le téléphone sonne. Je me rends au téléphone. C'est là encore, Monseigneur l'archevêque, mon frère, qui m'interpelle. Il dit, mais, Monseigneur Poivreau, le président me fait dire de te dire, as-tu oublié cette demande? Il dit, oh, Monseigneur, dis-lui que je viens de finir l'information avec le président qui est venu en retard. Je suis au niveau des partis politiques, puis après, je verrai les chefs traditionnels, puis on va aller dans la salle pour délibérer et voir comment arrêter. Il dit, en tout cas, le président t'avertit que si tu ne fais pas aujourd'hui l'arrêt qu'il a demandé, lui-même va intervenir par décret. Alors, j'ai dit au chef de parti, Gamessou, allons dans la salle. Président, allons dans la salle. Quand
quand nous sommes entrés, les délégués se morfondaient déjà, toujours sur le cas, toujours là-haut. Et je leur porte l'information du chef de l'État. Pendant que je parlais encore, pour dire voilà le désir du chef de l'État, quoi. On a éteint l'électricité. Parce que de tout le Togo, les gens suivaient ce qui se passait. Alors ça s'arrête. Affolement général national. Des jeunes, plus de 1000, se sont portés pour entourer le palais du Congrès. Et alors, dans la salle, quelqu'un avait un transistor, téléphone transistor, que nous avons ouvert. Voilà. Et c'est grâce à ce transistor, à cette radio, que nous avons pu écouter le décret de suspension de notre conférence nationale souveraine par le chef de l'État. Quand les délégués ont entendu, comme un seul homme, ils se sont levés. Faut si nous s'aimer, faut si nous s'aimer, faut si nous s'aimer. 3 fois. Alors je dis bien. Et s'il vous plaît, vous voulez, voilà, le chef a arrêté nos travaux. Si vous voulez que nous quittions ainsi, dites-le moi, mais je proposerai que nous tous, nous fassions, nous exigeons aujourd'hui le Premier ministre. Tous se disent oui. Alors c'est mobilisé pour recueillir les noms et faire les élections. Voilà une grosse difficulté. Cette conférence nationale aurait pu finir en queue de poisson, mais par notre persévérance, nous avons pu élire le Premier ministre à la personne de Maître Kofi. Et j'ai téléphoné à 3h du matin au chef de l'État pour le lui dire. Voilà un peu pour la conférence Jablay, pour que nous puissions tenir dans le temps. Deuxième phase, les difficultés, bien sûr, le chef de l'État a très bien reçu avec le Premier ministre et le gouvernement nouveau a proclamé une semaine d'action de grâce parce que tous étaient contents, y compris le chef de l'État. La période la plus difficile, c'est le Haut Conseil de la République. C'est quoi le Haut Conseil de la République? C'est une instance née de la conférence nationale pour prendre les dispositions et créer les organismes et les formalités, dispositions nécessaires pour pouvoir aboutir à la démocratie. Et parmi les travaux majeurs confiés au Haut Conseil de la République, c'est la Constitution de 1992 dont il est question aujourd'hui. Alors, je l'explique rapidement. Le Togo, jusqu'ici, n'avait pas de constitution. Le président gouvernait avec des décrets et conseil de ministres et décrets. C'est avec la démocratie que le nouveau gouvernement a demandé au Haut Conseil de nous doter d'une constitution. Cette constitution a été faite pendant des moments assez houleux où les délégués et les conseillers discutaient en toute liberté. Et ils ont produit donc cette constitution qui, objectivement, est la plus parfaite des constitutions que le Togo a eues. Quand nous l'avons présentée au chef de l'État,
il en était très content. Et lui-même a dit qu'il préfère encore que le peuple se prononce là-dessus. Et il a soumis au référendum de tout le peuple togolais. Le résultat a été positif. Les Togolais ont répondu à 98% oui pour cette constitution. Donc, nous pouvons appeler cette constitution la constitution du peuple, la voix du peuple. Or, il y a dans le monde civilisé un proverbe qui dit « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, on a pris cette constitution. Mais c'est plus tard, en 2002, qu'ils ont senti pourquoi qu'il fallait toiletter. C'est-à-dire modifier cette constitution. J'abrège pour que vous ne soyez pas trop fatigués. Mais c'est là le problème que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi cette constitution a-t-elle été toilettée et les éléments qui ont été enlevés sont les éléments clés de toute constitution démocratique. L'élément clé, c'est l'alternance. Toute constitution démocratique postule l'alternance du pouvoir. Et puis, deuxièmement, élection libre à 2 tours. Voilà les 2 points clés qui ont été supprimés et qui sont cause de malheur jusqu'aujourd'hui. J'arrête. Et je fais un autre bond en avant. Par conséquent, une fois que cette constitution a été soumise au référendum et acceptée, que vient-il faire encore? Que veut-on faire encore? Le Haut Conseil a programmé les campagnes démocratiques. Voilà. Campagne. Le mot peut-être n'est pas technique. Comment? Campagne électorale. Oui, préparer les élections. Donc, tous les délégués, tous les candidats allaient dans tous les coins du pays pour pouvoir la caravane. Voilà, la caravane démocratique. Sont partis. Mais alors, encore c'est un échec. À Bassar, il y a eu des troubles. À Toutoubois, des troubles. À Soudou, alors, c'est le comble. Il y a donc un attentat où le docteur Akidépé a été tué net. Et Gilles Christ, qui était le candidat furieux alors, a eu 13 balles de logé dans son corps. Il a été sauvé de justesse par un avion envoyé par Houphouët-Boigny. Alors, cela a été encore un choc pour les hauts conseillers. Troisième choc. Le troisième choc, c'est nos frères les militaires qui sont venus nous agresser, nous prendre en otage. Pendant que nous étions au mois d'octobre en train de délibérer et de travailler, ils sont venus, ils ont d'abord frappé, mais comment l'appeler, les gardes-corps désarmés, et puis ils ont exigé que nous signions un document pour dire que ils veulent leur argent. C'est-à-dire quand nous étions tous impétés, tout le monde a cotisé. Alors il dit, cet argent, le Conseil national souverain l'a bloqué dans les banques. C'est pourquoi eux autres, ils disent qu'ils veulent leur argent. Il faut que je signe en tant que président. Ça n'a pas été facile, mes amis. On m'a envoyé dehors, et puis fusil contre moi, et avec toute une scène, nous sommes revenus et ils ont demandé que ce texte soit fait en 20 minutes. J'ai dit à mes gens, débrouillez-vous, faites vite, nos frères sont là et ils risquent d'eux. Tout le monde était en silence. Ils ont produit le texte. Je voulais le lire, ils me l'ont arraché, nous aussi nous savons lire. Ils l'ont lu et puis me l'ont donné pour que je signe.
Et ils ont dit qu'une fois que je vais signer, ils vont me laisser sortir. J'ai beau signer le document, ils nous ont gardé pendant 27 heures. J'informe le chef de l'État, j'informe le Premier ministre, mais ils disent qu'ils ne savent rien, que c'est des éléments incorporés de l'armée. Donc, nous étions vraiment ainsi. Vous voyez? Donc, c'est une partie de nos frères militaires qui s'est insurgée pour casser la décision de bloquer l'argent pour l'intérêt de tout le pays. Avant cela, c'est encore le RPT ancien qui a été dissous par la conférence nationale qui veut faire un congrès. Nous avons dit non. Si vous voulez faire un congrès, changez de nom. Alors, nous ne refusons pas que vous ayez toujours ce parti, mais comme maintenant c'est le pluripartisme, vous devez changer de nom, apporter vos statuts au ministère de l'Intérieur. Au lieu de RPT, dites par exemple NRPT, Nouveau Rassemblement du Peuple Togolais, ou bien RDPT, Rassemblement Démocratique du Peuple Togolais. Et on a la paix. Il dit non, si vous ne nous permettez pas de garder RPT, nous allons lutter jusqu'à la mort. Et c'est ça qu'ils ont fait. Le Premier ministre était en voyage en France pour saluer ses maîtres. Et le 2 décembre, quand il revenait, il est arrivé le 2 décembre et le 3 décembre, bombardement de la primature. Pour quelle raison, mes amis? Vous voyez, nous sommes tous démocrates. On a été tous RPTistes. Maintenant que nous ne sommes plus tous RPTistes, si vous voulez garder le nom RPT, changez de sigle, NRPT ou bien RDPT. Ils disent non. Et à cause de ça, appuyés par les militaires, ils ont bombardé la primature. Ça a été le traumatisme pour nous tous. Et le Premier ministre s'est rendu. Quand il a vu tant de morts, il s'est rendu au président Eyadélo. Alors, certains, je l'ai répété, commençaient à chanter. Olé, Kofi Goé, olé, Kofi Goé, ah. C'est-à-dire la bataille continue. S'ils ont perdu, ils ont gagné au niveau de Kofi Goé, mais au niveau de Poglo, président du Conseil de la République, je maintiens le flambeau. Et j'allais voir le chef de l'État pour qu'on continue ce travail-là. Mais avant ça, j'ai dû fuir le Togo, passer par le Ghana, pour arriver au Bénin et informer le Saint-Siège, le pape, de ce qui se passe. Et pour revenir au Togo, le président Soglo a demandé à une délégation, l'ancien président Maga, avec le ministre de l'Extérieur et Marcel de Soudan, de le ramener Saint-Sauf chez Yadélo. Il m'a très bien reçu. Il m'a seulement demandé de ne plus parler à la radio. Parce que quand les militaires entendent ma voix à la radio, ils s'énervent. Bon. Mais ce jour-là, le HCR avait reçu une délégation de parlementaires de la CEDEAO dans l'après-midi. Et je me suis rendu à la réunion et c'est moi qui dois tenir les discours et tout. Alors quand les militaires ont entendu la voix, ils ont dit la voix électrique. Donc moi, c'est un gros on va bouger. Et il y a des membres qui ont dit allez, taisez-vous. Pas de désordre. Et ils se sont dit. Voilà un peu ce que. Donc, lui-même voulait que nous réussissions, mais il y avait des contradictions dans ce comportement pour nous. Et ce qui nous a le plus énervé, c'est que notre Premier ministre, Kofi Goé, une fois qu'il a eu le choc de l'armée, c'est fini, il collabore
et nous méprisent. Voilà. Alors donc, les hauts conseillers ont dit, puisque nous avons le pouvoir de déposer le Premier ministre, on va le faire. Alors, nous sommes partis à l'hôtel de la Paix pour ce jour-là. Mais habituellement, nous avons rencontré, on a placé des chars d'assaut ont été diligentés sur notre route pour empêcher les hauts conseillers d'aller à cette réunion. Mais alors, une foule immense était pour nous. Qu'est-ce qu'elle a fait? À la bifurcation, c'est-à-dire le boulevard circulaire, à l'endroit où le boulevard circulaire rencontrait la route d'Anéhon. Voilà. Il y avait 3 chars qui étaient passés là-bas. Pour que nous, qui prenions de la marina pour aller à l'hôtel de la Paix, ne puissions pas. Mais la foule était tellement décidée que la voiture dans laquelle moi j'étais, avec 3 membres de hauts conseillers, ils ont pris la voiture, tombé, de côté, 60 mètres. Deuxième voiture, même chose. Troisième voiture, 5 voitures. Et les militaires ont croisé les mains pour regarder ça. Parce que c'était plus fort qu'ils ne s'y attendaient pas. Voilà, donc, c'est-à-dire que nous avons été à l'hôtel et c'est les jeunes qui faisaient la discipline. Allez, taisez-vous, on est en dehors, devant nous. Et puis alors, on a pu déposer, donc démissionner le Kofi. Et quand je suis sorti avec ma voiture, les jeunes me suivaient au pas depuis l'hôtel de la Paix jusqu'à mon domicile à Niconakoué, tout près de l'église des Sœurs. Voilà ce qu'on a vécu. Le Togo était en effervescence. Alors maintenant, il fallait élire un nouveau Premier ministre. La constitution d'alors, du temps de transition, dit que c'est le Haut Conseil seul qui a la prérogative d'élire le Premier ministre. Mais nous avons dit non, nous n'allons pas faire ici. Nous allons voir le chef de l'État pour qu'ensemble, on élise quelqu'un qui soit accepté de part et d'autre. Voilà notre bonne volonté. Et c'est moi qui suis chargé d'aller voir le chef de l'État en tant que président du Haut Conseil. Je l'ai rencontré 5 fois. Et chaque fois que je proposais des noms, il n'acceptait pas. Il avait toujours à le dire. Pour la 6e fois, j'ai dit non, Monsieur le Président, aujourd'hui, si vous n'acceptez plus, nous élisons nécessairement notre Premier ministre. On va l'élire. Parce que notre bonne volonté est là. Alors, Monseigneur, aujourd'hui, je vous donnerai la réponse. Je l'ai quitté à 10h. À 11h30, il m'envoie un courrier qui pratiquement était tract, parce que ça n'a pas été signé. Et ce courrier portait en titre, gros titre, le gouvernement de Maître Kofi est le gouvernement légitime. Alors, mesdames, voilà le dilemme dans lequel nous sommes trouvés. Le chef de l'État remet sur le ciel celui que nous avons déposé. On a dit que non. Ici, il y a mauvaise volonté. On ne veut pas collaborer. Alors, ayant su cela, je me suis mis à devoir d'arrêter la grève illimitée que les partis politiques, les syndicats, tout, ils ont décidé une grève illimitée. Il a dit non, ça perd le pays. Et si vous allez voir, d'abord, vous faites Boigny pour lui demander d'intervenir pour que cette grève s'arrête. Il m'a félicité, mais il dit qu'il était malade. Dès qu'il se sentirait bien, il va le faire. Alors, je me suis mis en train de parler à chacun des chefs des partis politiques pour qu'on arrête. Le jour où je devais recevoir M. Barquet, qui représentait le RPT, je lui ai donné rendez-vous à 9h.
À 8h, 3h du matin, le nonce apostolique était chez moi et je le raccompagnais dehors, sur la rue. Quand on a ouvert le portail, nous avons vu un groupe de jeunes qu'on a à marcher dans la rue. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le nonce, il est parti. Mais de plus en plus, le bruit s'intensifiait. Et alors, mes gardes-corps s'étaient inconnus et ils ont ouvert de nouveau le portail. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? 5 camionnettes bâchées, pleines de militaires, qui venaient vers notre résidence, notre domicile. Alors, ils ont sifflé, les jeunes se sont mobilisés et ils les ont mis en fuite. Après eux, arrivait une voiture. C'est la voiture du ministre lui-même, que moi j'attendais à 9h. Il était à 9h moins 5. Mais quand les jeunes l'ont vu, ils se sont dit, mais c'est lui. Son chauffeur a été d'une habileté extraordinaire. Et il a pu s'échapper. Mais les jeunes lui ont arraché un document qu'il avait en main. Un document. Mais c'était un bloc de notes vierge. Eh bien, à la première page, la seule chose qui était écrite, c'est le dessin de la maison des sœurs de Nicolas-Gouin, avec les murs, les cloisons et les 5 portes-écoles, portes entrée latérale et du côté de l'école, une autre porte. C'est tout ce qui était là-dessus. Alors, ils me l'ont apporté. Le téléphone sonne chez moi. Je prends le téléphone. C'est monsieur le président. Mais monseigneur, mais où est mon ministre? Il dit, mais monsieur le président, je l'attends chez moi. Mais je vois qu'il y a eu un attroupement dehors. Où est mon ministre? On lui a arraché un document important. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Monsieur le ministre, monsieur le président, je ne sais pas. Mais mes enfants me disent qu'il y a eu des camions de militaires qui étaient venus. Qui a envoyé les militaires? Est-ce que monsieur le président, moi je ne sais pas. Ça c'est grave. Bon. Alors, toute la journée, mouvement dans la rue, on brûle les pneus, et tas d'histoire. Et vers 15h, l'ambassadeur de France m'interpelle. Monseigneur Poisou, sortez pour vous monter dans la rue. Parce que les gens ont dit que vous avez été assassiné. Voilà, un des prénoms. Je suis bien vivant. Mais sortez pour calmer les jeux. Hein? Un mouchoir blanc pour dire que vous êtes vivant. Donc, merci, monsieur l'ambassadeur. Alors j'ai appelé mon directeur de cabinet, monsieur David. Monsieur David, va calmer les gens. Leur dire que je ne suis pas moi. Et c'est ainsi que David a sorti son mouchoir pour dire, et les gens se sont calmés. Voilà un peu les drames que nous avons vécus. Eh bien, et suite à ces incidents-là, les militaires ont occupé la salle de la réunion habituelle des hauts conseillers. On ne pouvait plus avoir accès là-bas. Alors, c'est mon petit domicile de chez les sœurs où nous faisons les réunions les plus politiques. Et c'est la même période où 2 ministres de base, un français, ministre des Affaires étrangères, et l'allemand, son homologue allemand, sont venus pour voir ce qui se passe autour d'eux. Le chef d'État les a reçus à Pia toute la journée. Alors qu'il devait voir aussi le Haut Conseil. Il les a reçus à Pia toute la journée jusqu'à 18h. Et ils ont pris l'avion depuis Pia pour venir à Lomé. Pendant ce temps, depuis 4 heures de temps,
le Haut Conseil a mobilisé une foule énorme, une foule immense, en habit blanc, avec des bougies à la main, pour manifester la paix et prier les deux ministres de collaborer du service d'intermédiaire pour qu'on ait la paix. Eh bien, ils attendaient là-bas lorsque des forces armées, certains par hélicoptère, d'autres par voiture, ont tiré dans la foule là. Voilà ce qu'on a vécu. Les Français, les milices arrivent, les gens ont été dispersés, mais moi, je me suis organisé pour les recevoir dans mon bureau. Et c'est pendant que je leur expliquais l'accueil et ce que nous vivons, c'est pendant ce temps-là que on a amené fraîchement abattu 5 cadavres dans la cour des sœurs. Et les ministres ont vu ça et ils ont changé de couleur. Comment? Donc le Togo n'est pas ce qu'on a dit. Donc, dès le lendemain, ils sont partis. Ils ont fait un crochet à l'hôpital pour découvrir d'autres cadavres. Donc c'était vraiment, la situation était très tendue. Acte au Conseil et chef de l'État. Parce que l'exécutif nôtre, qui est Kofigo, s'est déjà rendu quoi. Alors c'est le Haut Conseil qui luttait. Mais la victoire du Haut Conseil, c'est la Constitution. C'est la seule chose qu'il a réussi à produire pour la nation. C'est pourquoi elle y tient. Et permettez que je dise que je suis le père, le papa de cette Constitution. Et je peux vous le dire que c'est la meilleure Constitution du Togo. Pourquoi donc, des années après, on la modifie? C'est là une explication que je vais vous donner d'après des informations sûres que j'ai. C'est que, vous m'excusez beaucoup, nous sommes la majorité de chrétiens dans ce pays. Il s'est fait que nos chefs d'État, depuis Olympio jusqu'à Bruniski et jusqu'à Yadema, ont tous pratiquement pactisé avec les esprits. Voilà. Ont tous pactisé avec des esprits mauvais. Ah, Sylvanus Olympio, il a été conseillé ceci. La Bible, c'est affaire de droit. Hein. Si tu veux sortir des mains de droit, toi, ne prends pas la Bible. Va pas ton bio, parce que c'est ici, on va faire de Olympio. C'est authentique. Ce n'est pas une affaire inventée. Comment a-t-il fait? Moi, je ne sais. De toutes les façons, il n'a pas pris la Bible. Il a fait autre chose. Bruniski, c'est un métis. Mais il était, lui aussi, très clair aux affaires de la tradition païenne. Et un témoin a suivi une cérémonie nocturne dans laquelle il a fait enterrer vivant une personne à un endroit, il ne veut pas donner le nom. Mais c'est authentique parce que la personne qui l'a livré et affirmé était un Français, lequel était en difficulté avec sa propre femme. Et quand la femme est morte, alors l'accusait de l'avoir tuée. Il dit, ah bon, vous m'accusez d'avoir tué ma femme. Et vous-même, tel jour, cette nuit-là, à tel moment, celui que vous enterrez vivant, moi j'étais sur ma fenêtre, je suis venu. Donc, ce n'est pas des affirmations gratuites. Et c'est Olympio qui a éteint la querelle en trouvant un équilibre pour donner un nom à la fois africaine et européenne au monument. Sous le président Yadema, alors c'est le rendez-vous. Tous les esprits, tous les légbats, je m'excuse de vous le dire, je suis homme de Dieu, c'est plutôt sur eux
qu'il a assis son pouvoir. Voilà. Et il a eu l'assurance que les esprits là vont le blinder. Personne ne pourra le bouger. Ça durera jusqu'à tel moment. Après, si c'est son fils qui vient, il faut que le fils renouvelle les mêmes pactes. Chaque année, ça se fait. Voilà pourquoi quitter le pouvoir. Alors, les esprits doivent faire comprendre. Nous sommes prêts à te maintenir au pouvoir tout le temps. Mais si toi, avec ta constitution là, tu admets le changement, ça c'est quelqu'un dont on se lave les mains. On se lave les mains. On ne te gardera plus. C'est pourquoi lui, il a enlevé de cette constitution, votre Dei, la voix de Dieu, ce que les esprits qui lui assurent la possession lui ont demandé de faire. Et c'est pourquoi il n'a jamais voulu quitter le pouvoir jusqu'à sa mort. Et c'est pourquoi son successeur, sachant le fait, aussi ne veut pas quitter. Voilà la raison profonde de tous les soulèvements, pour qu'on dise alternant, c'est démocratique. On est de cacaïbou. Alors, moi qui ai souffert de d'autres pays, des esprits comme des hommes, je vous dis que, moi qui vous parle, actuellement, j'ai été opéré chirurgicalement 10 fois dans la vie. Ça fait 1. J'ai été empoisonné 7 fois avec des poisons. Mais grâce à Dieu, les médecins m'ont sauvé. D'autres poisons ont fait éclater la bouteille. Parce que c'est trop dosé. Bouteille de champagne, hein? Bouteille de champagne. Je ne bois pas du jour au lendemain. Moi, j'attends les fêtes. Et puis, il y a ça. Bon. Ah. En tout cas, 4 ou 5 fois, j'ai eu ça aussi. À telle enseigne que quand je voyageais en avion, je ne mangeais pas. Je quitte le Togo, j'arrive à destination, à Rome ou à Paris, avant de manger. Parce qu'en première, on vous sert champagne, ce que tu veux. Mais donc, Dieu m'a sauvé. Non seulement ça, mes amis, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis tombé plus de 7 fois dans l'église pendant des cérémonies. Je suis comme une main qui me pousse. Je suis tombé au cimetière. Je suis tombé en pleine cathédrale de Tapami. Je suis tombé à Saint-Soubadour. J'avais ciboire et hostie pour donner aux chrétiens. Blanc. Me voilà par terre. Les blancs ont coupé le souffle. Ont eu le souffle coupé. Cette face invisible. Et je ne suis pas mort. C'est que Dieu m'a confié une mission que je dois remplir. C'est ainsi que j'interprète ça. Je ne suis pas plus simple que les autres prêtres ou évêques. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.